Imagine un instant ceci. En une seule année, près d'un quart de toute la dette américaine arrive à échéance. Pas sur 20 ans. Pas sur 2 générations. En 12 mois. En clair, près de 9 000 milliards de dollars doivent être renouvelés, refinancés, remplacés. Sinon, la mécanique se grippe. Et ce qui se joue ici dépasse largement les déficits budgétaires, les débats politiques ou les cycles électoraux. Il n'y a jamais eu de plan pour rembourser cette dette. Jamais. Ce qui se profile en 2026 n'est donc pas un défaut de paiement classique. C'est autre chose. Un moment de vérité structurelle. Un point où tout le système financier repose sur une seule condition, que le refinancement fonctionne en continu, que la liquidité soit parfaite et que les autorités interviennent sans hésiter, à grande échelle. Le vrai risque n'est pas l'effondrement brutal. Le vrai danger, c'est que cette situation devienne permanente. Pourquoi 2026 est-elle si cruciale ? Ce n'est pas à cause du montant total de la dette. Ce chiffre grimpe depuis des décennies, et les marchés ont appris à vivre avec. Ce qui change radicalement, c'est le timing. Le problème n'est plus la taille, mais l'échéance. Le temps devient la contrainte principale. Sur environ 38 000 milliards de dollars de dette fédérale, près de 9 000 milliards arrivent à maturité en 2026, à eux seuls. Plus d'un quart de toute la dette concentrée sur une fenêtre de refinancement extrêmement courte. Après le début des années 2030, la courbe des échéances s'allège fortement. Autrement dit, la dette n'est plus étalée sur plusieurs générations. Elle est compressée sur quelques mois. Et ce n'est pas un hasard. Après 2020, la stratégie d'emprunt a changé radicalement. Au lieu de sécuriser des financements à long terme, l'État a privilégié le court terme. Des instruments qui arrivent à échéance en semaines, en mois, parfois en quelques années. Les bons du Trésor à très court terme ont explosé en volume. Les obligations longues ont reculé dans la structure globale. La dette n'a pas disparu. Elle s'est rapprochée dangereusement du présent. Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'une dette qui arrive à échéance doit être traitée immédiatement. Elle n'attend ni la croissance économique, ni les gains de productivité, ni d'éventuelles réformes fiscales. À l'échéance, il n'y a que 2 options, rembourser ou remplacer. Or, avec environ 5 000 milliards de recettes fiscales annuelles et près de 7 000 milliards de dépenses, le remboursement est structurellement impossible. Le système n'a donc pas le choix. Il doit remplacer la dette en permanence. C'est ce qu'on appelle le mur des maturités. Ce n'est pas un précipice où tout s'écroule d'un coup, mais un couloir de plus en plus étroit où le risque de timing remplace le risque comptable. Chaque semaine, chaque mois, l'État doit revenir sur les marchés pour refinancer des obligations qui ne sont plus lointaines, mais imminentes. À partir de là, la nature du risque change. La vraie question n'est plus la dette est-elle trop élevée, mais peut-elle être reconduite en permanence et à des conditions acceptables ? La liquidité, la sensibilité au taux et la crédibilité des politiques publiques prennent alors le dessus sur les chiffres bruts. Et quand la dette est aussi proche de l'échéance, le contrôle échappe à la planification de long terme pour dépendre des conditions immédiates. C'est pourquoi il devient plus important de savoir qui refinance cette dette que de connaître son montant total. Sans prêteur continu, le mur cesse d'être théorique. À ce stade, une autre illusion s'effondre, celle du remboursement. Le mur des maturités ne crée pas un problème de remboursement. Il révèle simplement que le remboursement n'a jamais fait partie du système. Avec 5 000 milliards de recettes, 7 000 milliards de dépenses et environ 2 000 milliards de déficit structurel annuel, l'État doit déjà emprunter massivement juste pour fonctionner. Ajoute à cela 9 000 milliards à refinancer en 2026, et toute idée de remboursement devient absurde. C'est pour cette raison que rembourser la dette relève plus du discours politique que d'un objectif réel. À cette échelle, les États n'éteignent pas leur dette. Ils la remplacent. Quand une obligation arrive à échéance, elle est payée avec une nouvelle obligation. L'ancienne disparaît parce qu'une nouvelle prend sa place. Le stock avance dans le temps, il ne recule pas. Et cette nuance est essentielle. Le remplacement dépend de la confiance, de l'accès au marché et du bon fonctionnement du système. Ce n'est plus un problème de calcul, mais un problème de structure. Même en gelant totalement les dépenses, ce qui est irréaliste à cause des prestations sociales, des intérêts et des dépenses obligatoires, les recettes ne suffiraient jamais à absorber des maturités de cette ampleur. Augmenter les impôts de plusieurs milliers de milliards en une seule année ferait imploser l'économie avant de combler le trou. Il n'existe tout simplement pas de sortie. Chaque échéance devient donc un événement de refinancement. Et chaque refinancement renforce la dépendance du système à des flux de capitaux continus et sans friction. Une fois l'idée de remboursement abandonnée, la vraie question devient évidente. D'où vient l'argent qui permet ce remplacement ? Et peut-il continuer à apparaître automatiquement, sans panique ni négociation ? La réponse est rarement visible.
Les principaux financeurs de l'État américain ne sont ni les gouvernements étrangers ni les hedge funds tapageurs. Ce sont des réservoirs de liquidités domestiques, silencieux, automatisés. Le plus important d'entre eux, les fonds monétaires. À la mi-2025, ils gèrent environ 7 500 milliards de dollars. Un montant presque équivalent aux 9 000 milliards à refinancer en 2026. Ces fonds ne spéculent pas. Ils assurent une fonction vitale. Préserver le capital, garantir la liquidité et générer un rendement à très court terme. Pour cela, ils achètent massivement des bons du Trésor. Quand ces titres arrivent à échéance, le processus se répète automatiquement. L'argent revient, puis est immédiatement réinvesti. Sans débat, sans émotion. C'est précisément pour cela que le mur des maturités ne provoque pas une chasse désespérée aux acheteurs. Une grande partie de la dette est déjà logée dans des structures conçues pour refinancer par défaut. Et ce n'est que la partie visible. Les liquidités des comptes de courtage, des retraites, des entreprises et même des banques suivent des circuits similaires. Les dépôts ne dorment pas. Ils sont recyclés en permanence dans des titres publics à court terme. Pour briser cette boucle, il faudrait des retraits massifs en espèces physiques, à une échelle irréaliste. C'est l'architecture cachée du refinancement. Les prêteurs ne choisissent pas de financer l'État chaque année. Le système est conçu pour que cela se fasse automatiquement, tant que rien ne casse. Les crises de liquidité ne naissent pas des échéances, mais de la défaillance des intermédiaires. Mais cette automatisation crée une nouvelle fragilité. Si tout repose sur ces circuits, alors la stabilité dépend entièrement du bon fonctionnement des infrastructures financières. Les systèmes de paiement, les règles de collatéral, les chambres de compensation et les filets de sécurité des banques centrales deviennent plus cruciaux que la croissance économique elle-même. Et là, le vrai point de tension apparaît. Ce n'est pas la disponibilité de l'argent. Il est toujours là. C'est son prix. Même une machine de refinancement infini devient vulnérable lorsque le coût du renouvellement augmente. L'enjeu n'est donc plus y aura-t-il de l'argent, mais à quelles conditions cet argent acceptera-t-il de tourner encore et encore? Et c'est précisément là que tout se joue désormais. Si l'argent ne peut pas s'échapper du système, alors le vrai danger n'est pas sa disparition. Le vrai danger, c'est la pression sur le prix. Car lorsque des milliers de milliards doivent être renouvelés en continu, la moindre variation de taux suffit à transformer une situation stable en zone de tension. Et c'est précisément là que la ligne de fracture commence à apparaître. Quand cette pression se déplace vers les taux, l'attention se focalise souvent au mauvais endroit. La crainte la plus répandue, c'est l'idée que la hausse des taux d'intérêt rendra soudain la dette impossible à financer. Mais ce raisonnement passe à côté du cœur du problème. Le risque n'est pas dans le coût à long terme. Il est dans la sensibilité à court terme. En moyenne, le taux d'intérêt de l'ensemble de la dette fédérale tourne encore autour de 3,4%. Pris isolément, ce chiffre semble raisonnable. Mais cette moyenne masque une réalité bien plus fine. Les bons du Trésor à très court terme affichent déjà des coûts proches de 4%. Les obligations intermédiaires sont autour de 3,1% et les obligations longues avoisinent 3,3%. Le problème n'est donc pas le niveau global, mais la concentration. Car si le gouvernement devait refinancer massivement à long terme aujourd'hui, l'impact serait brutal. Les obligations à 30 ans offrent des rendements proches de 4,8%, celles à 10 ans autour de 4,1%. Convertir une grande partie de la dette actuelle vers ses maturités reviendrait à graver dans le marbre des coûts d'intérêt supérieurs de 25 à 40% par rapport à aujourd'hui. Cela ajouterait, de façon permanente, des centaines de milliards de dollars de charges annuelles. Mais ce n'est pas ce qui est en train de se produire. La vague de refinancement qui arrive en 2026 est dominée par le court terme, pas par les obligations longues. Les bons du Trésor arrivent vite à échéance, mais ils se réajustent tout aussi vite. Et cette nuance change absolument tout. Une baisse modeste des taux courts se répercute immédiatement. Une réduction de seulement 0,5% appliquée à des milliers de milliards de dettes renouvelées peut générer des dizaines de milliards d'économies par an, sans émettre la moindre obligation de long terme. C'est là que réside le malentendu autour de la fameuse bombe des taux. Elle n'est pas cachée au bout de la courbe. Elle est branchée directement sur le court terme. La dette de courte maturité agit comme un amplificateur de décisions monétaires. Chaque mouvement de la Banque centrale se transforme instantanément en conséquences budgétaires. Quand les taux montent, les coûts explosent vite. Quand ils baissent, le soulagement arrive tout aussi rapidement. Voilà pourquoi la pression sur la politique monétaire est constante. Les banques centrales n'ont pas besoin de contrôler les taux à 30 ans pour stabiliser les finances publiques. Il leur suffit d'agir sur l'avant de la courbe. Les bons du Trésor réagissent en premier. Ils réagissent pleinement. Et surtout, ils dominent le calendrier de refinancement.
Cela explique aussi pourquoi les scénarios de spirale immédiate de la dette sont souvent exagérés. Tant que le refinancement reste concentré sur le court terme, le système évite de verrouiller durablement les taux élevés actuels. Les coûts restent flexibles, pas figés. Le risque est repoussé, pas supprimé. Mais cette flexibilité a un revers. Un système fondé sur le refinancement permanent sacrifie la stabilité au profit de l'exposition. Il devient moins vulnérable aux erreurs de taux à long terme, mais beaucoup plus dépendant de la réussite de la politique monétaire. Une fois la dette positionnée pour se réinitialiser en continu, la frontière entre maîtrise et crise repose sur une seule chose, la capacité de la Banque centrale à intervenir efficacement. Et c'est là que la logique profonde du raccourcissement des maturités apparaît. La dette n'a pas été raccourcie pour survivre au marché. Elle a été raccourcie pour rester sous contrôle politique. Le court terme est la seule zone de la courbe qui obéit vraiment aux décisions monétaires. Les banques centrales ne fixent pas les taux à 30 ans. Elles influencent les taux au jour le jour, les conditions de liquidité, le marché des repos et les anticipations immédiates. Les bons du Trésor évoluent exactement dans cet espace. Quand la politique change, les bons se réajustent instantanément. Les obligations intermédiaires suivent plus lentement. Les obligations longues résistent. Et cela crée une incitation puissante. Puisque la dette doit de toute façon être refinancée, autant émettre des titres qui expirent vite et laissent des options ouvertes. Un État enfermé dans une dette à long terme à 4,8% n'a aucune marge de manœuvre. Un État qui renouvelle des bons à 3,6%, avec des échéances en jours ou en semaines, peut attendre, ajuster, recalibrer en permanence. Le temps cesse d'être une contrainte et devient un outil. C'est exactement pour cette raison que l'émission de dette a basculé après 2020. Lorsque l'inflation s'est emballée et que les taux longs ont grimpé, s'enfermer pour des décennies à des coûts élevés aurait figé une charge d'intérêt massive. La réponse a été simple. Privilégier les maturités inférieures à 1 an et les obligations très courtes. Le mur des maturités de 2026 est la conséquence différée de ce choix stratégique. Cette concentration sur le court terme transforme aussi les baisses de taux en levier budgétaire immédiat. Une réduction de 1% sur les taux courts, appliquée à des milliers de milliards de dettes roulantes, génère instantanément des économies colossales. Sans hausse d'impôts, sans coupe budgétaire, sans vote au Parlement, juste par le jeu du refinancement. Voilà pourquoi les débats se focalisent obsessionnellement sur la trajectoire des taux à court terme, et non sur des réformes structurelles de long terme. La dette a été conçue pour que la survie du système dépende des conditions immédiates, pas de la solvabilité sur plusieurs générations. Le système n'a pas besoin de miracles de croissance. Il a besoin d'un accès continu à un financement court bon marché. Mais cette stratégie a un coût silencieux. Le court terme supprime les amortisseurs. Il enlève la protection que fournissaient autrefois les financements longs. Désormais, chaque décision de taux se reflète presque instantanément dans les comptes publics. La stabilité devient conditionnelle. Les erreurs sont amplifiées. C'est l'échange fondamental qui a été fait. On a troqué la certitude de long terme contre la flexibilité immédiate. Le contrôle d'aujourd'hui a été acheté au prix de la résilience de demain. Le système peut s'adapter vite, mais uniquement tant que les outils de politique monétaire restent efficaces et crédibles. Et c'est là que se situe la véritable vulnérabilité. Quand la dette se réinitialise en permanence, l'État ne se protège plus de la politique monétaire. Il en dépend. Les baisses de taux ne sont plus un stimulus économique. Elles deviennent un outil de maintenance. À partir de ce moment-là, le risque n'est plus que les marchés refusent de financer la dette. Le risque, c'est que la politique n'arrive plus à suivre. Une fois ce seuil franchi, la stabilité ne repose plus sur des bilans solides ou une vision de long terme, mais sur l'intervention constante. L'intervention cesse d'être un choix. Elle devient une obligation. Avec une dette concentrée sur le court terme, chaque cycle de refinancement relie directement la survie budgétaire à la capacité de la Banque centrale à gérer les taux, la liquidité et la confiance des marchés en temps réel. Et c'est précisément là que tout converge. Quand des milliers de milliards doivent être renouvelés tous les quelques mois, il n'y a plus de place pour l'hésitation. La politique monétaire doit être là en permanence. Présente, crédible, efficace. C'est ici que le vrai risque se loge. Pas dans les gros titres annonçant un défaut, mais dans une dépendance devenue structurelle. À ce stade, les baisses de taux ne sont plus des réponses ponctuelles à un ralentissement économique. Elles deviennent de simples opérations d'entretien. Les facilités de liquidité cessent d'être des outils d'urgence et s'installent dans le décor. L'expansion du bilan des banques centrales ne répond plus à une crise exceptionnelle. Elle devient une nécessité de fond, presque invisible. Regardons l'ampleur du phénomène. Avec environ 9 000 milliards de dollars à refinancer sur une seule année,
et un coût moyen à court terme autour de 4%, la moindre erreur de pilotage pèse lourd. Une baisse de taux mal calibrée, une adjudication qui dérape, un marché du financement qui se tend, et ce sont des dizaines de milliards de dollars de charges supplémentaires qui apparaissent presque instantanément. Il n'y a plus de filet de sécurité. Plus de délai pour corriger. Tout se joue en temps réel. Cette dépendance réduit aussi drastiquement les options futures. Les anticipations d'inflation restent élevées, ce qui maintient les taux longs sous pression. Résultat, la voie classique consistant à se refinancer sur plusieurs décennies à faible coût est bloquée. Faute de cet échappatoire, le système tourne en rond sur des maturités de plus en plus courtes, tout en sollicitant toujours davantage les outils de politique monétaire pour contenir la volatilité à l'avant de la courbe. Mais ces outils ne sont pas infinis. Contrôle de la courbe des taux, achat massif d'actifs, pression réglementaire pour pousser les banques à absorber les émissions. Rien de tout cela n'est neutre. Chaque intervention concentre un peu plus de risque à l'intérieur du système financier et brouille la frontière entre politique monétaire et soutien budgétaire. On règle un problème immédiat, mais on fragilise l'ensemble à long terme. Le danger s'installe sans bruit. Les marchés s'habituent à l'intervention permanente et finissent par considérer son absence comme le vrai risque. La confiance devient conditionnelle. La stabilité, presque théâtrale. Tout fonctionne, tant que chacun est convaincu que le soutien arrivera toujours, à temps et à l'échelle nécessaire. Nous ne sommes pas encore face à une crise de liquidité. Nous sommes face à une exposition de crédibilité. Toute la structure de la dette repose sur une hypothèse centrale. Une politique toujours efficace, dans un monde marqué par une inflation persistante, des tensions géopolitiques croissantes et une tolérance de plus en plus faible à l'expansion des bilans. Cette hypothèse porte tout l'édifice. Et lorsqu'un système a besoin d'intervention constante simplement pour continuer à fonctionner, l'échec ne survient pas sous la forme d'un choc unique. Il apparaît quand les options disparaissent. Quand la politique n'a plus la capacité de surprendre, de temporiser ou de reculer. C'est là que surgit la prise de conscience finale. Si la dette peut être refinancée indéfiniment, mais uniquement grâce à un soutien permanent, alors survivre ne signifie plus être en bonne santé. Cela signifie tenir, endurer. Et l'endurance, par définition, n'est pas une guérison. Une fois la dépendance installée, le débat n'est plus effondrement ou survie. Le système a déjà emprunté une troisième voie, le renouvellement perpétuel sans résolution. C'est la phase que beaucoup ne voient pas, parce qu'elle n'a rien de spectaculaire. Tout semble fonctionner. Les adjudications passent. Les marchés ouvrent. Les paiements sont effectués. En surface, rien ne casse. Et c'est précisément ce qui rend cette phase dangereuse. Un système fondé sur le refinancement permanent ne peut pas se réparer, car se réparer exige du temps. Or, le refinancement à long terme exige une inflation stable et une confiance des investisseurs sur plusieurs décennies. Cette fenêtre s'est refermée. Avec des taux longs durablement élevés, s'engager sur 30 ans reviendrait à graver des coûts d'intérêt élevés pour toute une génération. Le système l'évite donc. Il préfère repousser plutôt que soigner. Année après année, la dette se rapproche du présent. Année après année, la politique devient indispensable au fonctionnement de base. Les intérêts n'explosent pas, ils stagnent, contenus par des ajustements de taux et des outils de liquidité. Les déficits ne disparaissent pas, ils sont absorbés par de nouvelles émissions. La dette ne se résout pas, elle s'accumule à courte échéance. Peu à peu, une transformation silencieuse s'opère. La politique budgétaire n'est plus une question de choix, mais de maintenance. La politique monétaire n'est plus cyclique, elle devient un soutien continu. La croissance n'est plus nécessaire pour réduire la dette, seulement pour éviter la panique. L'objectif n'est plus l'amélioration, mais la stabilité. Les chiffres continueront de grimper. 38 000 milliards deviendront 42 000, puis 45 000. À ce stade, la taille absolue n'a presque plus d'importance. La structure a déjà scellé l'issue. Tant que le refinancement fonctionne, le système tient. Mais tenir, dans ces conditions, signifie que la fragilité devient permanente. Il n'y aura pas de point de rupture unique. Pas d'adjudication finale ratée. Pas de défaut spectaculaire. À la place, une lente érosion de la flexibilité. Moins d'options. Des délais toujours plus serrés. Des marges d'erreur de plus en plus fines. Chaque choc futur frappera un système déjà sous assistance maximale. Voilà ce que signifie une dette qui peut rouler indéfiniment sans jamais guérir. Le vrai danger n'est pas qu'elle s'arrête brutalement. Le vrai danger, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. Et lorsqu'un système financier atteint un point où il ne peut ni se réinitialiser, ni se corriger, ni ralentir, le problème n'est plus la dette. Le problème, c'est le temps qui s'épuise.